Je n'ai jamais donné à Ursula von der Leyen le pouvoir de conclure un accord en mon nom. Pourtant, un accord a été signé prévoyant un investissement de 600 milliards d'euros aux États-Unis. L'Europe, qui manque de fonds, devrait au contraire chercher à attirer l'argent ici, pas à l'envoyer là-bas. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'est-elle agenouillée devant Donald Trump? Lors d'une rencontre surréaliste sur son terrain de golf à Turnberry, en Écosse, Trump a imposé ses règles du jeu. Une taxe douanière de 15% sur la majorité des exportations européennes vers les États-Unis. Et devinez quoi? Von der Leyen appelle ça une grande victoire. L'Union européenne, fière de son pouvoir économique, s'est-elle laissée humilier par un Trump en pleine partie de golf, dictant ses conditions comme un roi? Derrière cette façade de stabilité, se cache-t-il une soumission totale de l'UE aux caprices de l'Amérique? Et pourquoi certains en Europe crient-ils déjà à la trahison? Et vous, pensez-vous que l'UE a vendu son âme à Trump? Dites-le nous dans les commentaires et partagez cette vidéo pour révéler la vérité. Je n'ai jamais donné à Ursula von der Leyen le pouvoir de conclure un accord en mon nom. Pourtant, un accord a été signé prévoyant un investissement de 600 milliards d'euros aux États-Unis. L'Europe, qui manque de fonds, devrait au contraire chercher à attirer l'argent ici, pas à l'envoyer là-bas. Et je doute que les autres premiers ministres aient donné leur accord non plus. La présidente de la Commission a donc pris des engagements envers les États-Unis qui ne relèvent pas de ses compétences. Les droits de douane relèvent de sa compétence. Mais si j'ai bien compris, le point confidentiel concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine figure aussi dans l'accord. Or, cela ne relève pas de ses attributions non plus. D'après ce que j'en sais, il serait question que les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine, à condition que nous, Européens, les financions. Là encore, personne ne m'a consulté et aucune décision européenne n'a été prise en ce sens. Cela pose, à mes yeux, un problème très grave. Von der Leyen a enchaîné les rencontres de haut niveau, dans un premier temps à Pékin, puis avec Donald Trump en Écosse. L'accueil qui lui a été réservé à Pékin démontre une nouvelle fois que la Chine souhaite plutôt s'adresser aux nations souveraines et non pas à une structure supra-étatique qu'elle considère comme une extension du gouvernement américain. Ursula von der Leyen a exposé ses exigences vis-à-vis de la Chine sur le commerce et par rapport à la Russie. Écoutons-la. La nécessité de rééquilibrer nos relations est plus urgente encore dans le contexte actuel d'augmentation globale des droits de douane. Et l'Union européenne et la Chine, deux des plus grandes puissances économiques mondiales, partagent la responsabilité de maintenir et de réformer le système commercial global pour que nous puissions le garder ouvert, équitable et fondé sur des règles. Nous avons soulevé le problème majeur du soutien par la Chine à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela a un impact direct et dangereux sur la sécurité européenne et nous exprimons ensemble notre souhait que la Chine donne suite à nos préoccupations. Laurent Michelon, merci de nous rejoindre de Hong Kong. Comment vous avez analysé cette rencontre d'Ursula von der Leyen à Pékin, la manière dont elle a été reçue et puis ce qu'il en est ressorti? Bonsoir. D'abord, von der Leyen, je pense, en fait, a utilisé la rencontre à Pékin en fait comme monnaie d'échange pour ces négociations qui avaient lieu en même temps avec Donald Trump. Puisqu'en fait, même une semaine avant de venir à Pékin, elle avait déjà commencé à faire des déclarations assez, on va dire, hostiles à la Chine, en disant que la Chine était en partie responsable de la situation sur le terrain dans la guerre que mène l'OTAN à la Russie en Ukraine. En même temps, elle s'est plainte du déficit commercial assez important, hein, c'est 300 milliards de dollars, d'euros, pardon, avec la Chine. Et donc, elle est arrivée en fait à Pékin sur une posture assez agressive et Pékin, aussi bien Xi Jinping que le Premier ministre Li Qiang l'ont reçu en lui disant que tous les problèmes actuels de l'Europe n'avaient pas leur source en Chine et qu'il fallait qu'elle aille les chercher ailleurs. Donc en fait, on voit que la Chine a campé sur ses positions, comme elle le fait d'habitude en plus avec les États-Unis actuellement. On a vu les rencontres à Stockholm récemment où la Chine ne varie pas vraiment, sans vouloir faire ni d'escalade, ni de faire, on va dire, de bloquer les négociations. La Chine pense être dans son bon droit en disant que le déficit commercial, c'est plus une question de politique de désindustrialisation de l'Union européenne depuis une quarantaine d'années, plutôt qu'une question de surcapacité industrielle, comme les dirigeants européens ont l'habitude d'appeler les exports chinois.
Donc en fait, Van der Leyen est venue quasiment en sachant très bien qu'elle n'aurait pas elle n'obtiendrait rien de Pékin puisqu'il est arrivé de façon très agressive et c'est pas comme ça qu'on se comporte avec son hôte avant de se rendre chez lui et c'est surtout pas une façon de se conduire avec des dirigeants chinois. Voilà. Donc on voit encore plus son hypocrisie en plus sur le fait qu'elle se plaint avant d'aller en Chine d'un déficit commercial avec la Chine de 300 milliards d'euros. Et en même temps, la semaine d'après, elle accepte un déficit commercial de 1300 milliards de dollars US avec les États-Unis. Donc on voit bien il y avait en fait une volonté de Van der Leyen de faire plaisir à Donald Trump en lui montrant qu'elle ne serait pas accommodante avec la Chine, qu'elle ne lâcherait rien. Et finalement, résultat des courses, c'est encore l'Union européenne qui se retrouve dindon de la farce puisqu'elle n'a rien obtenu à Pékin et elle a obtenu une humiliation avec Donald Trump en Écosse. Laurent Nicolas, elle est en mission commandée, comme un peu avec la visite d'Emmanuel Macron à Pékin en 2024, où elle l'accompagnait pour la chaperonner. Bon, je pense que l'Union européenne, de toute façon, est une sorte de club de récolte, de prébans, de corruption. Alors, il y a différents clubs à l'intérieur qui s'affrontent. Et puis là, le consensus général pour voler le plus de pognon possible aux Européens, ça a été ça. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut le résumer, d'après moi. Et vous êtes d'accord avec l'analyse de Laurent Michelon, c'est-à-dire la surcapacité industrielle de la Chine. En fait, c'est un faux problème. Le problème, c'est la sous-capacité industrielle. Il ne faut pas à la fois vouloir un marché libre, comme l'Union européenne l'a voulu, l'a appelé de ses voeux, en a fait la promotion, et à la fois se plaindre que du coup, il y a une compétition qu'on perd, soi-disant parce que les autres sont trop bons. On peut pas dire bon alors on fait la compétition, allez hop, tout le monde sur la ligne de départ, on court, on est arrivé dernier. Bon c'est pas juste. Bon fallait pas faire la compétition. Voilà. Fallait pas exporter les usines. Et puis après effectivement, de toute façon ils ont fait. De toute façon, ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des gens qui sont là pour se servir. Et puis c'est tout. On pourrait rentrer dans les détails de plein de trucs, mais moi honnêtement, j'ai plus rien à dire sur le sujet. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que c'est désespérant. Que dire de plus que ce sont une bande de voleurs, c'est tout. Il y a pas autre chose. Donc là, ils se sont mis d'accord avec Donald Trump pour. Ils sont à vendre. Manifestement, c'est Donald Trump qui a gagné les enchères et puis c'est tout. J'ai rien à dire de plus. Moi. Alors, Cyril, c'est vrai qu'on a déjà donné beaucoup d'explications. C'est difficile d'en donner plus. Ce qu'on voit parfaitement, c'est que de toute façon, l'Union européenne est complètement asservie avec le discours qu'elle a tenu au discours de Washington. C'est nullement à Van der Leyen d'aller négocier en Chine quelque chose que la France peut négocier éventuellement toute seule, si encore on avait une colonne vertébrale et une certaine souveraineté qu'on n'a plus. Là, précisément, c'est-à-dire que le dernier rendez-vous en Chine d'Emmanuel Macron, si je me souviens bien, c'était janvier 2024 pour commémorer justement janvier 1964, la reconnaissance du Parti communiste chinois par le général de Gaulle. Et là, il est venu avec Madame Van der Leyen. Donc moi, je m'interroge sur le rôle de Madame Van der Leyen pour saboter les relations bilatérales parce qu'en fait, des pays souverains. Il faut prendre le problème à l'envers. La France n'est plus un pays souverain depuis des années et le fait que Macron ait été avec Van der Leyen est la preuve pure et simple que je viens avec ma maîtresse, c'est elle qui va négocier pour tout le monde. Et on l'a vu encore avec les Américains, elle a fait exactement la même chose, d'où elle est compétente pour aller négocier pour nous. C'est quasiment une insulte envers Macron. Il a absolument besoin de personne pour nous saboter. Il est tout à fait autonome, ce garçon-là. Je veux dire, s'il l'emmène, c'est pour le faire voir du pays, j'en sais rien, on ne sait pas. Mais c'est certainement pas parce qu'il a besoin d'aide pour nous saboter, on le sait. Chaque fois qu'il ouvre la bouche à l'étranger, c'est une humiliation, c'est une augmentation des tensions, c'est des marchés qu'on perd. Il n'y a qu'à voir Total en Russie ou autre. Hein. Michel, vous voulez réagir? D'accord, merci bien. En fait, moi, je serais un peu... je vais parler en langue, en fait. Ce qu'aujourd'hui, nous voyons l'Union européenne en train de subir, c'est justement
ce qu'on appelle, elle est en train de payer la peine de ses propres iniquités, en fait. Parce que voir Madame la Présidente de l'Union européenne partir pour négocier, et pourtant elle n'a pas qualité de négocier, en fait. Déjà, quand on regarde l'accueil, qui n'est pas très responsable, je vais dire que c'est une déception totale. Parce que je peux dire que c'est une marionnette, en fait. Je peux parler d'une marionnette du pouvoir occidental qui envoie en fait son équipe pour aller négocier. Alors je pense que c'est la Chine elle est prudente parce que si on regarde les exigences de l'Union européenne, la Chine ne peut pas accepter de se soumettre parce qu'elle privilège en fait ses relations avec ses partenaires. Alors dit que voilà les pays occidentaux ou les pays européens doivent avoir l'accès entre autres dans la terre rare. Je pense que c'est dommage. Alors, moi, ce que je peux dire est que je ne trouve pas l'importance de céder aux pressions, parce que j'ai l'impression, vous avez dit, si on regarde les discours tenus ou les styles, en fait, qui ont eu entre Trump et les autres, ça sous-entend qu'il y a une même mise. Genre, on te mandate pour aller négocier et pourtant, vous n'avez pas de qualité. Alors, je pense que j'ai aimé, parce que la Chine n'a pas cédé aux caprices, justement, de la délégation de l'Union européenne, parce qu'elle sait bien que s'il y a une même mise, pour tenter un peu de titiller. Voilà. La Chine, de toute façon, elle est en position de force. Elle est assise sur un paquet d'argent et un excédent de commerce extérieur mais en termes d'exportation, qui est supérieur au budget de la défense américain. On parle de 1100 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Ils sont capables de produire à des coûts défiant toute concurrence. Et nous, de notre côté, en Europe, on n'est même pas capable de pouvoir rivaliser avec eux, puisqu'on se veut être un pays industrialisé, sans industrie, puisqu'on produit à l'étranger pour essayer de faire du bénéfice. Donc, de toute façon, von der Leyen, elle peut toujours dire ce qu'elle veut. Les Chinois, ils ont le temps pour eux. Ils ont le temps, ils ont l'argent, ils ont le savoir-faire et ils ont tout ce qu'il faut. Donc, on n'est pas en position de force. Absolument pas. Laurent Michelon, je reviens vers vous. Est-ce que, dans le cadre de relations bilatérales, Pékin-Berlin, Pékin-Paris, il sera encore temps de rattraper ce fiasco qu'a été la visite de Madame von der Leyen ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que von der Leyen, ce coup-ci, elle est venue toute seule. Et aussi bien Macron que Merz, que Sanchez, que Meloni n'ont pas souhaité se joindre à cette commémoration, parce qu'il faut bien se rappeler que ce voyage, c'est pas juste une visite de von der Leyen en Chine, c'était pour célébrer les 50 ans de la relation diplomatique Chine-UE. Et on voit que personne n'est venu, parce que je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est de se dissocier un petit peu de von der Leyen, de l'Union européenne, parce qu'ils ont bien remarqué que la Chine a une posture tout à fait différente quand elle parle avec l'Union européenne que quand elle parle avec les États, avec le peu de souveraineté qu'il leur reste. Mais c'est là qu'il faut bien insister. On entend souvent en France que de toute façon Macron ne peut rien faire et que les traités commerciaux c'est des compétences de Bruxelles sur lesquelles on ne peut rien faire. C'est faux. On a vu que l'Italie avait été forcée par les États-Unis de sortir des nouvelles routes de la soie, mais tout de suite derrière, Meloni est allée en Chine signer tout un tas de nouveaux traités bilatéraux. On voit que la Grèce, la Hongrie et l'Espagne sont les 3 pays qui reçoivent le plus d'investissements de la Chine en Europe. Il y a ces 3 pays qui sont quand même pas 3 pays majeurs de l'Union européenne. Ils reçoivent quand même 45% des investissements chinois en Europe. Donc il y a une possibilité, s'il y a une volonté politique d'un dirigeant comme Orban, comme Sanchez, on peut signer des traités bilatéraux encore avec la Chine, des traités commerciaux. Et je pense, c'est quand même un message d'espoir, c'est que l'absence en fait de tout dirigeant national lors de cette visite, ça prépare en fait la venue de ces dirigeants européens dans les mois à venir. Et on sait déjà que Merz voulait venir cette année, mais finalement ça va être repoussé peut-être au début de l'année prochaine. On sait que Macron est en train de négocier par la diplomatie française pour venir à Pékin une nouvelle fois avant la fin de l'année. Et c'est la même chose pour Sanchez, qui est déjà venu 2 ou 3 fois en 2 ans. Donc voilà, c'était un fiasco, je pense, mais qui était préparé en fait par l'Union européenne. Ils n'attendaient rien. Je sais de sources chinoises qu'ils n'attendaient absolument rien de ce sommet. C'était un peu un passage obligé parce qu'il y avait cette relation diplomatique qui dure depuis 50 ans. Mais je pense que la relation entre les États européens et la Chine, on va avoir du développement dans les mois à venir.
parce que des pays comme, je le disais, la Hongrie, l'Espagne, la Grèce montrent la voie, et pour peu qu'on ait un changement de gouvernement, on verra ce qui se passe avec l'affaire de Macron aux États-Unis, mais on peut s'attendre à des retournements assez spectaculaires, je pense, d'ici la fin du mandat de Macron. Est-ce que le 3 septembre, qui sera l'anniversaire de la défaite du militarisme japonais, les 80 ans, pourrait être l'occasion de retrouvailles entre les chefs d'État des nations qui essaient d'être souveraines et la Chine à ce moment-là, à Pékin? On se souvient que François Hollande n'était pas venu aux 70 ans d'ailleurs. Ben là, je pense que c'est pas prévu non plus qu'il y ait aucun dirigeant européen qui s'y rende, mais c'est pas vraiment grave, parce que c'est la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la partie asiatique. En fait, la Seconde Guerre mondiale s'est achevée en Asie, pas en Europe. Donc, il aurait été plus logique que tous les dirigeants européens accueillent la Russie à cette célébration en Europe. Bon, ils l'ont pas fait. Mais là, pour le coup, ça va être plutôt concentré sur la Chine, sur la Russie, sur la Corée du Nord, sur la Birmanie, tous ces pays qui vont, c'est ce que les États-Unis appellent l'axe du mal. Là, l'Inde également sera présente. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les nations asiatiques qui finalement sont considérées comme dans le camp occidental, je pense à Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, ne seront pas présents non plus à Pékin pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est encore plus choquant de la part d'un État pour l'instant, on va dire ambigu comme Taïwan, parce qu'il faut bien voir que Taïwan, à l'époque, le Kuomintang était dans le camp des gagnants sur l'impérialisme japonais. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'États asiatiques qui sont complètement, on va dire, vassalisés par aux États-Unis. D'ailleurs, il est question qu'un pays comme le Japon devienne plus ou moins un allié de l'OTAN. Donc voilà, mais c'est le 3 septembre, c'est vraiment la célébration sur la partie asiatique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est, je pense, ce sont ces États-là qui vont garder la mémoire en fait de la Deuxième Guerre mondiale. Une mémoire, on va dire, non manipulée par les, comme le font les médias, enfin, comme le font les États occidentaux actuellement. Cyril, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais qu'en fait Laurent ait raison, notamment sur la première partie de ce qu'il a dit. Malheureusement, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je doute que ça arrive. Je pense que Macron ne lèvera pas le petit doigt pour essayer de négocier là où l'Union européenne a tenté de négocier pour nous et où elle s'est vautrée, parce que c'est pas son objectif. En fait, Macron est complètement inféodé à l'Union européenne. Le CETA, il nous a enfumé. Mercosur, il nous enfume. On en parlera tout à l'heure. Von der Leyen, Trump, il arrive tout beau et en disant ah ben on n'est pas d'accord, on va se battre, mais il va rien faire du tout. De toute façon, il n'est pas en position de faire quoi que ce soit, si ce n'est que de gesticuler, brasser du vent et pour essayer d'exister. Donc malheureusement, je pense que on verra pas non plus Macron en septembre de l'autre côté. Il n'est pas dimensionné pour ça et il a surtout pas les moyens de faire quoi que ce soit. Parce que la crédibilité, surtout, en fait, il s'est fait ridiculiser, il n'a plus de crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas une notoriété, vous avez perdu, vous avez vendu ça, tout ce que vous allez dire, on ne va pas considérer. Alors la faute revient à lui, parce qu'il s'est fait un petit enfant, trop parler, il ne réagit pas. Donc il est trop théorique, pendant qu'il propose, et tu n'as pas de force, on ne va pas vous croire. C'est ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Donc si Macron, tout ce qu'il dit aujourd'hui, il n'est pas considéré, c'est parce qu'il n'a jamais été pragmatique et tout ce qu'il a dit, ça n'a pas tenu, ça n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est fatidique, quoi, en fait. Alors avec le président américain, le ton d'Ursula von der Leyen a été beaucoup plus complaisant, alors que Donald Trump n'est prêt à aucune concession. Écoutons-le. We are agreeing that nous convenons que les droits de douane pour les voitures et tous les autres biens seront de 15%. Nous avons donc un tarif de 15% et l'ouverture de tous les pays européens qui, je pense pouvoir le dire, étaient essentiellement fermés. Alors j'ajoute que quand on lui a demandé s'il était prêt à faire quelques concessions, il a répondu No. Mais Ursula von der Leyen s'est pourtant montrée très satisfaite de ces négociations avec le président américain sur les droits de douane, car là aussi c'est un moyen de couper les liens de l'Union européenne avec la Russie. Écoutons.
L'achat de produits énergétiques américains diversifiera nos sources d'approvisionnement et contribuera à la sécurité énergétique de l'Europe. Nous remplacerons le gaz et le pétrole russe par des achats importants de GNL, de pétrole et de combustibles nucléaires américains. Les réactions en Europe ont été extrêmement critiques à l'encontre de cette décision. C'est le cas en France d'Emmanuel Macron ou en Hongrie de Viktor Orban. La France a toujours tenu une position de fermeté et d'exigence. Elle continuera de le faire. Ce n'est pas la fin de l'histoire et nous n'en resterons pas là. Ce que je constate au premier abord à propos des droits de douane qui ont été convenus, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un accord à l'amiable entre Trump et la présidente Ursula von der Leyen. Donald Trump n'a fait qu'une bouchée de von der Leyen, c'est ce que nous anticipions, car le président américain est un poids lourd dans les négociations, tandis que la présidente de la Commission européenne n'est qu'un poids plume. Laurent, Nicolas, c'est un rapport de force qui a échoué de la part de l'Union européenne, ou c'était un peu comme vous le disiez tout à l'heure, couru d'avance? Non, mais là aussi, on peut revenir sur le début de l'intervention de Laurent Michelon sur la séquence d'avant, parce que c'est tout à fait lié. En réalité, il a dit si il y a volonté politique. C'était le préambule, la condition mère à tout ce qui l'a raconté par la suite. Et moi, je crois que la réponse, c'est non. Il n'y a pas de volonté politique. Pour que l'Europe puisse négocier, il faut qu'elle ait des armes. Pour qu'elle ait des armes, il faut qu'elle se ressaisisse économiquement, politiquement, à tous les niveaux. Et pour se ressaisir, pour refaire démarrer l'Europe, en réalité, c'est pas compliqué, mais c'est infaisable. Pourquoi ? Parce que pour ce faire, il faut sabrer la rente des pilleurs d'État. Et c'est les pilleurs d'État qui négocient pour nous. Donc on se rend bien compte que ça n'arrivera jamais, que c'est insoluble, à moins que ces gens-là disparaissent par des voies non démocratiques. Mais mis à part cela, il n'y a pas d'issue. Donc je ne crois pas que Ursula von der Leyen ait envie de gagner cette négociation. Ouais. Elle n'a même pas la volonté. Elle est à vendre comme tous les autres. Vous êtes sur la position de Laurent Michelon qui dit qu'elle a même organisé l'échec de la visite à Pékin pour préparer la soumission à Washington. Je ne pense pas qu'elle se situe dans une problématique d'échec ou de succès. Elle est ailleurs. Elle est pas là-dedans. Elle est en train de vendre des trucs. C'est tout. Pour elle, je ne sais pas si elle a réussi ou pas à vendre ce qu'elle escomptait vendre et au prix qu'elle escomptait le vendre. Mais voilà, et ce sont des gens qui pillent l'État. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ils ne sont pas. C'est une mauvaise lecture de se dire il y a une négociation entre l'Europe et la Chine. Il y a une négociation entre l'Europe et les États-Unis. Elle a réussi ou elle a échoué cette négociation. Je ne suis pas d'accord avec l'intervenant. C'était pas un poids lourd contre un poids plume. Ce n'est pas un combat. Cyril. Il y a deux choses. La première, c'est que on n'a même pas essayé de négocier. Les Américains sont même foutus de notre gueule. Il n'y a pas d'autre terme en disant elle est arrivée, Trump a dit 15%, elle a dit amen. Elle n'a même pas essayé de négocier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces accords, c'est une véritable catastrophe pour l'économie européenne. 700 milliards d'importation d'énergie américaine, je sais pas. C'est 350. Oui, mais c'est. Mais là, justement, c'est 50 milliards. Je crois qu'il y a 600 milliards d'investissements. Non, il y a 600 milliards d'investissements. Il y a 600 milliards d'investissements et il y a 700 milliards là, justement, il y a quelque chose. C'est vrai que je me demande si c'est vraiment sérieux. Non, parce que par exemple, l'Europe a importé autour de 80 milliards de gaz liquéfié américain. Donc les ressources, la croissance de la production en gaz liquéfié américain n'est pas sans limite. Donc comment est-ce qu'on va passer de 300 à 350 ou à 700 et si tout cela, ou alors donc ça vous donnerait raison, Laurent, tout cela finalement n'était que de la discussion qui ne rime à rien. Ça rime. Où sont les SMS de Madame Ursula von der Leyen? On ne les a toujours pas vus. Probablement. Et ça, c'est probablement avec raison. C'est tout. Il y a pas on les verra jamais. Et pourquoi on les verra jamais? Parce que c'est la clé du mystère. Paix avant, elle a dit que voilà, c'est mieux de signer des accords au lieu de subir en fait de prix douaniers supplémentaires que Trump pouvait imposer. Il les a imposés. Voilà pourquoi on fait dire. C'est Laurent, elle dit qu'elles en signent en fait. Mais pas partout. Ouais, il les a pas imposés partout. Il y a de domaines qui sont exemptés en fait.
il y a eu des domaines, il a d'abord touché les domaines qui sont impactés, par exemple textile, agriculture et les autres. C'est là qu'il a imposé, et les autres, il a dit qu'il va négocier. Jusque-là, il ne connaît pas en fait la suite. Il pense qu'il va peut-être rajouter des prix supplémentaires pour imposer, parce que ce sont des produits qui sont vendus souvent aux États-Unis d'Amérique. Moi, ce que je peux dire, honnêtement, les Européens se retrouvent dans une position de faiblesse et ils sont obligés d'accepter. Moi, je ne peux pas dire des propositions, mais je sais pas, des injonctions que l'Amérique est en train de les imposer. Alors, la plus grosse erreur qu'il faut dire, c'est des Européens, c'est rendre la Russie leur ennemi, en fait. Voilà pourquoi ils sont obligés. Ça, on a compris que c'était central. On a compris que c'était central chez Madame van der Leyen. Laurent Michelon, je me retourne vers vous. Vu de Hong Kong, vu de Chine, comment est-ce qu'on analyse cette relation malsaine entre van der Leyen et Donald Trump? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude de ce côté-là, parce que comme vous l'avez abordé à l'instant, les chiffres annoncés n'ont absolument aucun sens. Dans le sens où les États-Unis ont exporté les dernières années 160 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Comment est-ce qu'ils vont monter à 750 millions? Leur propre production ne leur permet pas. Pareil du côté de l'Europe. L'Europe a importé en 2023-2024 environ 350 milliards en tout d'énergie d'un petit peu partout dans le monde. Comment est-ce qu'on va passer à 750 milliards, à part s'il y avait un doublement des prix finalement. Alors est-ce que c'est ce qui nous pend au nez, que les États-Unis multiplient les prix par 2, mais de toute façon leur production ne leur permet pas d'arriver à ces chiffres-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que la Chine, de plus en plus, a décidé en fait de parler avec les États-nations, ce qui reste des États-nations en Europe, parce que elle a bien compris que van der Leyen est complètement inféodée aux États-Unis, qu'elle n'est et c'est là qu'on voit, c'est comme ça qu'on peut expliquer en fait sa présence dans les visites d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle a bien compris que des États comme la France, comme l'Italie, éventuellement comme l'Allemagne, pouvaient avoir des velléités quand même de faire cavalier seul dans leurs négociations avec la Chine. Et c'est ce qui se passe en fait sur le terrain. Il faut bien voir que même si Macron donne l'impression d'avoir toujours un discours un petit peu pro-américain et très suiviste, les entreprises françaises, elles, continuent d'investir massivement en Chine. Donc on voit qu'en fait la France, il y a une espèce on va dire de double jeu, mais qui est assez salvateur pour la France. C'est que le gouvernement dit quelque chose qui est souvent assez sinophobe et on va dire hostile à la Chine, mais en même temps les grandes entreprises françaises et d'ailleurs les petites PME continuent à venir investir en Chine. Donc la Chine a bien compris que son intérêt, ça n'est pas d'aller dans l'escalade ou d'aller au blocage avec l'Union européenne. On continue à faire semblant, on continue à donner de la face, comme on dit, mais les discussions ne sont plus là en fait. Elles vont se faire soit directement avec les États-Unis, soit avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Italie. La construction européenne était censée apporter aux nations européennes qui la rejoindraient paix et prospérité au sein d'une Europe puissance. Presque 70 ans après la signature du traité de Rome, aucune promesse n'est tenue et les peuples européens s'en rendent désormais compte. Van der Leyen a enchaîné les rencontres de haut niveau. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a conclu un accord commercial avec Donald Trump, imposant une taxe douanière de 15% sur la majorité des exportations européennes vers les États-Unis. Ce qui devait être une négociation entre égaux s'est transformé, selon certains, en une démonstration de force de Trump qui a dicté ses termes sans compromis. Alors que von der Leyen vantait un accord apportant stabilité et prévisibilité pour les entreprises transatlantiques, les critiques, notamment en Hongrie où Viktor Orban a déclaré que Trump avait mangé von der Leyen au petit déjeuner, souligne une capitulation humiliante de l'UE. Partie avec une proposition ambitieuse de zéro tarif pour zéro tarif, von der Leyen a plié face à l'intransigeance de Trump qui a refusé tout taux inférieur à 15%, un chiffre bien supérieur à la moyenne de 4,8% des tarifs précédents. Cet accord qui inclut des engagements massifs de l'UE à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine et à investir 600 milliards dans l'économie US est perçu par certains comme un tribut payé pour éviter une guerre commerciale dévastatrice menacée par Trump
avec des tarifs de 30%. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Les produits pharmaceutiques, cruciaux pour des pays comme l'Irlande, restent sous la menace d'une enquête américaine pouvant imposer des taxes supplémentaires. Et l'acier européen subit toujours un tarif écrasant de 50%. Cette négociation révèle-t-elle mieux incapable de tenir tête à un Trump dominateur ou cache-t-elle un calcul stratégique de Bruxelles pour temporiser face à un adversaire imprévisible? Les réactions en Europe sont divisées. L'Allemagne et l'Italie soutiennent timidement l'accord pour éviter le chaos, tandis que la France, par la voix de François Bayrou, dénonce un jour sombre pour une Europe résignée à la soumission. Pour une audience pro-Russie, cet épisode pourrait illustrer la faiblesse d'une UE inféodée aux intérêts américains, incapable de rivaliser avec la Russie qui, elle, négocie d'égal à égal avec Washington sur d'autres fronts, comme le cessez-le-feu en Ukraine. Quels sont les secrets de cet accord que von der Leyen ne veut pas révéler? Et vous, pensez-vous que l'UE a vendu son âme à Trump pour sauver les apparences? Ou y a-t-il un coup de maître caché que Bruxelles prépare en coulisses? Dites-le nous dans les commentaires et regardez jusqu'au bout pour découvrir les détails explosifs qui pourraient changer la donne.